Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part. Chronique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de bonnes nouvelles déjà, pour une fois j'ai des bonnes nouvelles à partager avec vous. On va parler de vêtements, de musique classique, de piscine, de Rihanna, de maternité, de plein d'autres choses, vous allez voir. Ça va être très intéressant, mais juste avant de commencer, je vous rappelle juste qu'en barre d'infos, juste sous cette vidéo, je vous mettrai comme d'habitude les liens qui peuvent vous intéresser. D'ailleurs, j'ai mon petit papier et mon crayon pour noter au fur et à mesure et ne pas oublier de vous mettre ce dont je vais vous parler. Et également, évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, toutes ces petites choses qui ne vous coûtent rien ou que quelques secondes à la limite, mais qui vont vraiment soutenir mon travail et lui donner plus de visibilité. Alors, pour commencer de façon positive cette chronique d'actualité, je rebondis finalement sur le podcast que j'ai fait récemment par rapport au tri de printemps et à ce que l'on peut faire de ces anciens vêtements, que ce soit des vêtements indécents, des vêtements trop usés, des vêtements qui ne vous vont pas, enfin qui ne vous mettent pas en valeur, tout simplement. Et vous avez été plusieurs en commentaire à réagir sous ce podcast en me précisant que maintenant on pouvait facilement donner même ces vieux vêtements qui sont trop usés, parce que je vous parlais du fait que voilà, on ne peut pas donner des vêtements vraiment complètement troués, etc. Même à Emmaüs ou à je ne sais quelle association. Enfin voilà, ça n'est pas de la charité que de donner ces choses-là. Et vous avez été plusieurs à me préciser que désormais on peut donner ces vêtements, même très usés ou troués, à des structures qui vont en fait en faire des isolants pour dans le domaine de la construction, donc pour des maisons j'imagine entre autres. Et donc vous pouvez les réutiliser de cette façon-là, enfin en tout cas les recycler de cette façon-là. Donc je vous invite à vous, si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez des vêtements trop usés que vous ne voulez pas donner, mais donc que vous ne voulez peut-être pas jeter non plus, eh bien je vous invite à vous renseigner pour voir s'il y a des structures près de chez vous ou des associations qui recueilleraient ce genre de vêtements pour pouvoir en faire des isolants. Et j'en profite pour vous mettre en barre d'infos le lien justement vers le podcast dans lequel je parle de tri de vêtements. Vous avez été assez nombreuses à réagir positivement à ce podcast et je vous en remercie. Et si vous ne l'avez pas déjà écouté, eh bien je vous mets le lien en barre d'infos. Donc là je trouvais que c'était une nouvelle plutôt positive quand on ne sait pas trop quoi faire de ces vêtements, tout simplement. Deuxième nouvelle positive, c'est une vidéo. Vous avez été très nombreuses à la partager avec moi, donc c'est pour ça que je la partage en chronique d'actualité si ça peut intéresser d'autres personnes. Il s'agit d'une vidéo de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. J'avais eu l'occasion d'aller faire déjà une ou deux je crois déjà conférences pour eux, enfin dans le cadre pour des mères de famille. Bref, d'ailleurs la conférence est sur la chaîne aussi dans la playlist conférence, vous pourrez la retrouver. Et ils ont fait une vidéo qui s'intitule L'Assomption et son fruit, la modestie chrétienne. Donc je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une vidéo qui parle de ce sujet de façon équilibrée. De façon générale, je crois que je suis assez d'accord sur les propos de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier en ce qui concerne la modestie. D'ailleurs, ils font partie du peu de communautés qui parlent de ce sujet-là, de la décence, de la féminité, de l'élégance. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si elle vous intéresse, ou peut-être que même si vous êtes déjà convaincu, peut-être que vous trouverez qu'elle est vraiment bien formulée et bien adaptée pour pouvoir éventuellement la partager avec d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à regarder, et je vous mettrai également en barre d'infos un lien vers un PDF justement qui a été fait par la fraternité Saint-Vincent-Ferrier avec leur accord bien sûr, il est déjà dans la bibliographie du blog. Je vous le mettrai, c'est un PDF qui s'intitule la tenue... je ne sais plus le titre du PDF, mais en tout cas c'est sur la tenue vestimentaire féminine. Et voilà, je vous le mettrai pareil si ça peut vous servir, même si vous-même vous êtes déjà convaincu, si ça peut bien vous servir pour faire passer à d'autres personnes, eh bien n'hésitez pas à le télécharger gratuitement donc en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Dernière nouvelle positive, il s'agit d'une revue de mon livre qui a été fait dans le dernier numéro du Sel de la Terre.
Je vais vous la lire. À l'heure où des idéologies de plus en plus folles prônent à la fois le féminisme ou la négation de la féminité, voilà un ouvrage particulièrement utile. Une bonne synthèse. En 7 chapitres, il traite la question de la féminité et notamment de la modestie féminine d'une manière complète, intelligente, simple et pédagogique. Sont ainsi abordés le fondement doctrinal, nous sommes enfants de Dieu et le vêtement doit manifester ce que nous sommes, le point de vue moral, l'importance de l'élégance, les sources de la doctrine, la Bible, l'enseignement de l'Église, les saints, quelques questions pratiques, le pantalon, la tenue du dimanche et des pistes pour aller plus loin. Le chapitre le plus original est sans doute celui qui envisage la féminité comme moyen d'apostolat. Il y a aussi de nombreuses citations, souvent bien choisies, parfois moins. Et il y a également une petite précision qui est apportée dans cette critique de mon livre, une précision par rapport à un texte que je ne veux pas, que j'évoque dans le livre en disant je préfère pas le citer parce qu'en fait on n'est pas sûr des sources. Et donc cette critique, d'ailleurs les moines d'Avrilé m'avaient déjà contacté pour me préciser que non, ce texte avait été authentifié, donc ils m'envoyaient tous les textes, les PDF, etc. Et donc c'est ce qui est redit dans cette critique, de dire que attention, ce texte est bien authentique, etc. Bref, donc je les remercie pour cette critique qui est plutôt très positive. Si vous voulez vous procurer mon livre, il est de toute façon, donc il s'intitule La féminité, moyen d'apostolat, réflexion sur la tenue vestimentaire féminine catholique. N'hésitez pas à regarder, je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos dans toutes mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Bon, voilà pour les nouvelles plutôt positives, on va dire. Maintenant, on va passer à des choses beaucoup moins drôles, qui peuvent être drôles si on les regarde d'un certain point de vue. Alors vous avez été très nombreuses à me partager cette nouvelle qui a été relayée aussi par Brut. Sur cette piscine d'une ville allemande, la ville de Göttingen, qui va donc pendant les week-ends, à partir du 1er mai, et minimum jusqu'à fin août, autoriser toutes les personnes à nager torse nu, quel que soit leur sexe. Et donc en fait c'est venu tout simplement d'un incident entre guillemets qui s'est produit un jour. Dans la piscine il y avait une personne, donc une femme, qui nageait seins nus. Et le maître nageur, le surveillant a demandé à cette personne d'aller mettre un haut en fait, parce qu'on est à la piscine, on n'est pas en train de faire du topless à la plage. Ça devrait être d'ailleurs interdit à la plage aussi, mais bon bref, ça n'est pas le sujet. Et donc la personne lui demande et en fait la nageuse a été très vexée parce qu'en fait il s'agissait d'une nageuse qui se considérait comme un nageur et donc qui, s'identifiant au genre masculin, souhaitait pouvoir se baigner torse nu comme les hommes. Il y a eu, donc la personne s'est fait virer de la piscine, mais ensuite ça a provoqué tout un débat, etc. D'où la décision de la mairie de Göttingen d'autoriser désormais, à partir du 1er mai, donc toutes les personnes, quelles qu'elles soient, à nager torse nu si elles le souhaitent, uniquement le week-end. Et pourquoi uniquement le week-end, me direz-vous? Parce qu'il faut, c'est la vidéo de Brut qui dit cela, parce qu'il faut préserver pas les sorties scolaires, mais préserver les groupes scolaires qui viennent nager à la piscine en semaine. Alors premièrement, il y a aussi certainement des familles ou des enfants, enfin peu importe, des gens qui viennent aussi se baigner à la piscine le week-end. Donc déjà, pour la cohérence, je pense qu'on repassera. Et de plus, en quoi ça serait si c'était quelque chose de normal, en quoi ça serait choquant pour les enfants? En quoi faudrait-il les en protéger? Le fait que les hommes nagent torse nu ne pose aucun problème. En quoi le fait que des femmes s'identifiant au genre masculin nagent torse nu, si vraiment c'était quelque chose de normal et de cohérent, en quoi ça devrait choquer? Si c'était la même chose, si le fait de s'identifier à un genre ou d'être de ce genre de naissance, de base, si c'était la même chose, pourquoi il y a un traitement différent? Voilà, ce sont des questions que je vous pose. Moi, j'ai évidemment déjà la réponse, c'est juste pour essayer de souligner l'incohérence de toutes ces décisions. On nage en plein délire, sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment ça, c'est une espèce de délire, et comme on perd
les repères les plus basiques finalement, et qu'on essaye de plaire à tout le monde aussi, et que les gens ont toujours peur quand on brandit le drapeau soit LGBT, soit des genres, etc. Et bien en fait les gens ont toujours peur des représailles, de ce qu'on va leur dire. On va les traiter de racistes, on va les traiter d'intégristes, on va les traiter de LGBTQ, je sais pas quoi, phobes, de xénogenréphobes. Donc finalement les gens n'osent plus rien dire et puis se conforment à ce courant. Et c'est assez dommage de voir que le bon sens s'en va si facilement. Donc on voit que eux-mêmes dans leurs décisions ne sont pas cohérents. Si c'était quelque chose de normal, pourquoi le limiter seulement au week-end? Pourquoi que dans cette piscine? Pourquoi ça ne se ferait pas partout? Mais non, je pense qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont complètement incohérents, et que oui, la poitrine n'a pas du tout, cette zone du haut du corps, le torse on va dire, n'a pas du tout la même connotation ni la même fonction entre les hommes et les femmes. Je suis désolée, il y en a qui n'arrêtent pas de dire il faut arrêter de sexualiser la femme, de sexualiser sa poitrine, ses seins, etc. Ils sont là avant tout pour allaiter les bébés. Oui, enfin bon, il y a aussi plusieurs fonctions, et évidemment, ça n'est pas la même chose de voir une femme torse nu et de voir un homme torse nu. Nous n'avons pas les mêmes attributs, et il est bien évidemment logique que nous ne nous tenions pas et nous ne nous habillions pas de la même façon. Voilà pour tout ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo magnifique, enfin cette nouvelle magnifique qui nous vient d'Allemagne. Alors j'ai essayé de retrouver une autre vidéo qui a été évoquée, qui a été vidéoscopée par Stéphane Edouard sur sa chaîne. Du coup je vous mettrai la vidéo de Stéphane Edouard en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir ce dont je parle. J'ai pas réussi à trouver un lien vers la vidéo originale qui vient d'une chaîne, ou je ne sais pas trop si c'est une chaîne, si c'est un compte sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Attends, je t'explique. Enfin, je t'explique écrit JTXPLK, voilà, pour faire bien Jones. Et c'est une chaîne d'ailleurs qui aborde, en essayant de retrouver la vidéo sur les xénogenders, j'ai essayé de taper le nom de la chaîne pour trouver cette vidéo, et puis je suis tombée. Alors ils expliquent la guerre en Russie, ils expliquent je sais plus, enfin j'ai vu plein de sujets comme ça. Ils sont, ah oui, quelque chose aussi sur le pass, sur les masques, sur plein de choses. Enfin il y avait vraiment un peu tous les sujets mélangés, et donc c'est bien, ça a l'air d'être des personnes qui sont spécialisées dans plein de domaines, donc tant mieux. Et donc là c'est une vidéo hyper drôle hyper drôle, ça dépend du point de vue, mais sur le xénogender, et ce sont deux femmes qui discutent. Bien sûr tout est scripté, etc. Et le but de la vidéo est d'expliquer aux gens qui regardent qu'est-ce que les personnes xénogenrées, qu'est-ce que le xénogender en anglais, et donc elles expliquent tout ça. Et en fait là où je vous dis que le délire va très très loin, donc évidemment vous savez qu'il y a des personnes qui s'identifient au genre masculin, qui s'identifient au genre féminin, qui ne s'identifient à aucun des deux ou aux deux. Donc il y a plein de variantes possibles. J'en avais parlé dans un autre podcast. Il y a plus d'une centaine, je crois, de genres officiels qui sont recensés sur une page Wikipédia. Et donc là, dans cette vidéo, elles expliquent que c'est des gens qui s'identifient, donc les xénogenrés sont des personnes qui s'identifient. Alors là, elles disent même à des bruits, à des textures, je sais plus ce qu'il y avait, à des odeurs, je crois, elles ont dit. Enfin, c'est vraiment un délire, mais je comprends pas qu'on puisse aller aussi loin. Vraiment, c'est des personnes qui sont pas saines d'esprit, quoi. C'est pas possible. Ou qui s'abêtissent, ou qui croient se rendre intéressantes. Plus on dit de bêtises, plus on est intéressant, quoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour vous dire donc que ces choses-là existent, ces personnes-là existent, on en fait de la publicité de plus en plus, donc ça devient de plus en plus dangereux pour les personnes qui pensaient que c'était une espèce de minorité, un peu des personnes marginales. Oui, on en entend parler parce qu'elles veulent faire le buzz et avoir une certaine célébrité, mais c'est tout. Et en fait, non. Déjà, premièrement, ce à quoi je voulais réagir, c'était que premièrement, non, on le voit de plus en plus, ça se répand de plus en plus, et le but est que ça devienne une norme, donc oui, c'est dangereux. Et deuxième chose, je l'avais déjà évoqué, mais il y a longtemps, je pense, dans un podcast ou dans une chronique, le fait aussi que parfois on nous présente des choses très 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 extrêmes,
extrêmes, certaines mesures féministes par exemple, pour certains débats, ou alors pour ce genre de choses sur les xénogenres, on va très loin dans le débat. Voilà, franchement, des gens qui s'identifient à des odeurs ou à des textures, je pense que même les personnes les plus dérangées, voilà, vont quand même avoir un minimum de bon sens pour se rendre compte que c'est à minima légèrement exagéré. Je pense qu'effectivement, ce sont vraiment les marginaux qui pensent à ces sujets sérieusement. Mais donc, en nous présentant des choses aussi extrêmes, c'est aussi pour nous faire accepter des choses qui sont tout aussi bêtes, mais qui vont nous paraître moins exagérées. Par exemple, une femme qui s'identifie au genre masculin, ou qui s'identifie à un animal, ou qui justement va vouloir se baigner torse nu dans une piscine parce qu'elle s'identifie au genre masculin. Vous voyez, tout ça d'un coup va nous paraître plus acceptable, parce que c'est vrai, attends, s'identifier à une odeur, c'est quand même complètement stupide. Bon, s'identifier à l'autre sexe, bon, c'est déjà plus acceptable. Vous voyez, c'est un peu le danger aussi, c'est qu'on s'habitue à toutes ces choses, et qu'on s'y habitue parce qu'on nous en parle de plus en plus, comme je le disais, point numéro 1. Et point numéro 2, ben, qu'on s'habitue, que toutes ces idées gagnent du terrain, même en nous, au plus profond de nos convictions, parce que finalement, on en entendra parler énormément. Et au début, toutes les questions de théorie du genre, etc., c'est des choses qui nous paraissaient mais complètement absurdes. Et finalement, maintenant, à force d'en entendre tout le temps parler, bah, je ne vais pas dire que ce sont des choses avec lesquelles on est d'accord, mais en tout cas, déjà, on est beaucoup moins choqué, parce qu'à force de l'entendre, de le réentendre, qu'on nous bassine avec ça, déjà, notre choc premier est passé. Donc c'est un peu toutes les étapes pour qu'on s'habitue petit à petit à ce genre de choses. Donc cette actualité était aussi pour vous faire prendre conscience de ces choses et vous aider aussi, vous avertir de vous blinder par rapport à toutes ces choses-là et de faire très attention à ne pas vous laisser influencer, parce que très souvent, évidemment, on se fait influencer sans le vouloir, sans même s'en rendre compte. Donc attention à toutes ces choses. Autre sujet sur lequel on essaye de nous influencer petit à petit, j'en ai parlé dans la dernière chronique d'actualité. J'en reparle aujourd'hui, mais vraiment en 2 phrases, mais c'est pour vous montrer que ça revient tout le temps. Je revois tout le temps ce genre d'article. Là, c'est encore un article de Mademoiselle qui s'intitule « Combien coûte un enfant, le prix d'une baraque selon cette étude qui fait mal au PEL ?» Quand on a des enfants, on voit souvent les dépenses au jour le jour, mais certains ont calculé pour nous la somme globale et ça fait un peu peur. La version anglaise de Marie-Claire relaie une étude qui fait mal au portefeuille. Selon elle, un enfant tout au long de sa vie coûterait en moyenne à ses parents 350 000 €. J'en ai 2 enfants, vous imaginez donc les sueurs. Alors oui, je dis pas qu'un enfant ça coûte rien, c'est pas du tout ça l'objet de cette chronique et d'évoquer ce sujet. C'est tout simplement que voilà, c'est un sujet pareil que l'on nous rabat de plus en plus. Donc de dire les articles sur les femmes qui regrettent d'avoir eu des enfants, des articles sur les femmes qui ne sont pas heureuses en maternité, que la maternité c'est horrible. D'ailleurs en recherchant sur le site de Mademoiselle, j'avais juste pris une capture d'écran, donc j'essayais de retrouver l'article dont je viens de vous lire juste le début, et rien qu'en recherchant un petit peu dans l'historique, je suis tombée sur au moins 2-3 articles sur ce style-là, et il y en avait un aussi sur une série apparemment, une série télévisée qui doit pas être française d'ailleurs, et qui parle de la maternité mais d'une façon horrible. Bon, c'est censé être comique, mais c'est pour montrer un peu toutes les choses horribles de la maternité, et c'est vrai que ça en a de plus en plus. Alors oui, il y a des choses difficiles dans la maternité, je ne le nie pas du tout. Il y a des dépressions, il y a des difficultés, il y a plein de choses qui sont sûrement difficiles, il y a des obstacles, il y a des épreuves, mais il y a aussi énormément de belles choses. C'est comme pour les mères au foyer, on dépeint toujours le côté négatif de la maternité, des femmes qui restent au foyer, etc., etc., et on en oublie les belles choses, et forcément ça donne pas envie, quoi. Enfin, si on se base uniquement sur ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, dans les médias, j'allais dire voilà, les plus connus, standards,
pas des choses spécialement conservatrices ni quoi que ce soit, là forcément, mais vous êtes dégoûté de la maternité, vous n'avez pas envie d'avoir d'enfants, ou à minima ça vous fait peur, enfin voilà quoi. Et ça c'est un peu l'ambiance dans laquelle on est aujourd'hui, vraiment ça relève de l'héroïsme, hein, je pense, pour les gens qui n'ont ni la foi, ni les bonnes idées entre guillemets, enfin qui sont vraiment happés et toute la journée abreuvés des médias et des réseaux sociaux les plus classiques. Forcément quand on baigne dans toutes ces choses-là, c'est un peu compliqué après de se faire une belle idée de la maternité, de la famille, du mariage, etc. Donc ça aussi, je voulais évoquer ce sujet et vous dire que voilà, ces choses-là, on s'habitue petit à petit. Le discours, par exemple, sur le regret de la maternité, c'est quelque chose qu'on entendait très peu avant, mais très très peu, enfin même quasiment jamais. Et là, ça fait à peu près 1 an, je trouve, qu'on en entend parler tout le temps, enfin que ça revient vraiment tout le temps. Donc prudence avec toutes ces choses-là et ne vous laissez pas embobiner. Ça n'empêche pas d'avoir aussi un point de vue objectif et de reconnaître que dans ces sujets abordés, évidemment, il y a aussi des choses vraies et que c'est important qu'il y ait certains sujets qu'on en parle, bien sûr, mais ne tombons pas dans l'autre extrême non plus. Petite aparté médicale, entre guillemets, cette publication d'Oser le féminisme qui m'a énormément, enfin qui m'a déjà interpellée suite au métier que j'exerce tout simplement, enfin au domaine dans lequel j'exerce mon métier pour être plus précise, donc dans le médical, et la publication s'intitulait Les fuites urinaires, un problème de santé stigmatisé qui gâche la vie de millions de femmes. Et donc j'ai lu évidemment la publication, puisque les fuites urinaires, j'en parle au boulot matin, midi, soir. Ça, vous connaissez toute ma vie. Et mais voilà, hein, il faut bien soulager aussi les femmes qui souffrent de ces troubles. Et en fait, au tout début, l'article, enfin la publication Facebook est plutôt objective, enfin voilà, très factuelle, etc. sur le nombre de femmes qui souffrent de fuites urinaires, d'où ça vient, etc. Ce que ça peut leur ce que ça peut leur faire, hein. Ça impacte évidemment la qualité de vie des femmes, donc tout est fait par les labos pour essayer justement de limiter cet inconfort et de faire en sorte que les femmes puissent retrouver une vie à peu près normale. Ça, c'est des sujets évidemment très importants. Et donc là, voilà, ça affecte l'image de soi, beaucoup de fatigue, les femmes sont obligées de renoncer à certaines activités, elles sont isolées socialement, elles ont peur de sortir, etc., etc. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait vraies. Et évidemment, tout de suite, ça va être, elles vont quand même trouver un moyen de dire qu'en fait, que ces souffrances, enfin ces fuites urinaires, sont finalement, ce problème de santé est stigmatisé et invisibilisé, que c'est un sujet tabou, etc. Et donc on voit que c'est encore la faute, c'est toujours la faute des mêmes personnes, hein. Et encore une fois, c'est une victimisation, entre guillemets, je trouve. Je pense que sur ces sujets-là, en fait, il y a déjà, la première chose, c'est la gêne venant des femmes, quoi. Enfin, est-ce que vous pensez que vous avez envie de crier au monde entier que vous devez vivre avec une poche à urine ou avec des cathéters, etc. Enfin, que vous devez vous sonder si vous êtes continent, ou au contraire que vous devez vivre avec des poches parce que vous êtes incontinent. Idem pour les personnes qui ont des stomies, etc. Donc ça, c'est pour les selles, c'est le même problème, mais pour les selles. Non, je pense que déjà, c'est un sujet qui est pas facile du tout pour les patients. Et donc non, c'est pas un sujet dont on a envie de parler comme ça facilement, et c'est pas parce que c'est stigmatisé par la société, parce que là elles disent que c'est associé à la vieillesse ou à l'impureté et donc ou à l'enfance ou je sais pas quoi, et que donc forcément c'est encore des idées enfin elles mentionnent pas le patriarcat, mais elles y sont presque, que c'est encore à cause du patriarcat ou de la société trop conservatrice ou je ne sais quoi qui va encore stigmatiser et victimiser les femmes là-dessus. Mais non, en fait c'est juste que c'est un sujet qui est intime, qu'on n'a pas forcément envie de déballer devant tout le monde, et justement au contraire, ces femmes-là ont envie d'avoir une vie normale, elles n'ont pas forcément envie de le crier sur tous les toits, elles ont envie que le personnel médical leur apporte des solutions adaptées à leur vie et qui vont leur permettre au contraire de faire comme si de rien n'était et de pouvoir vivre normalement. Donc bref, ce sujet m'a particulièrement touchée, mais et d'ailleurs dans mon métier, mais jamais on a dit
que voilà, que c'était la société qui stigmatisait, que c'était le patriarcat, que je sais pas quoi. Pourtant ils sont pas spécialement conservateurs dans mes bureaux, mais non, c'est vraiment le but. Voilà, ça peut toucher tout le monde. C'est normal que ça soit un sujet tabou. Évidemment, il faut que les femmes qui sont touchées par ça puissent en parler, évidemment. Mais en tout cas, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de déclamer sur tous les toits, de partager avec tout le monde. Et ça veut pas dire pour autant que c'est mal pris en charge ou qu'on ne s'en occupe pas. Loin de là. Donc voilà, c'est tout ce que je souhaitais dire sur ce sujet-là, puisque les maladies spécifiques aux femmes sont souvent invisibilisées, stigmatisées et même fétichisées. Brisons les tabous. Bon, et demandons plus de ressources pour mieux étudier et soigner les maladies spécifiques aux femmes, ça pourquoi pas, bien sûr. Mais bon, je crois pas que les hommes, je pense, ont aussi peut-être certaines maladies, ils sont pas non plus obligés enfin spécifiques aux hommes quoi, ils ne sont pas non plus forcément obligés d'en parler tout le temps, sur tous les toits, à tout le monde, et ça veut pas dire pour autant que c'est stigmatisé ou quoi que ce soit. Alors pour finir cette chronique d'actualité, 2 sujets sur les vêtements. Alors déjà sur, je vais vous mettre, non, j'allais dire je vais vous mettre la capture d'écran, mais non, parce que la tenue est horrible. Mais je vous en avais déjà parlé de Rihanna qui se déshabillait depuis qu'elle était enceinte, qui met vraiment des tenues horribles, mais horribles. Et qui dit j'espère que l'on va réussir à redéfinir ce que l'on considère comme décent pour les femmes enceintes. Mon corps fait des choses incroyables en ce moment, puisqu'elle est enceinte, la chanteuse est enceinte, et je refuse d'en avoir honte. Cette période doit être une célébration. Pourquoi cacher une grossesse? Alors il y a cacher et cacher, c'est-à-dire que oui, si tout le monde te disait il faut que tu restes chez toi parce que t'es enceinte et on veut pas voir ton ventre de femme enceinte, ou il faut que tu t'habilles avec un sac à patates pour surtout pas qu'on voit ton ventre de grossesse, bon d'accord, je veux bien que là elle se vexe un petit peu et qu'elle dise bah faut pas le cacher. Là c'est pas tellement cacher ton ventre, en plus c'est déjà cacher le reste de ton corps, ça serait bien, enfin certaines parties en tout cas, et voilà, c'est surtout aussi, justement j'en avais déjà parlé quand j'ai évoqué ce sujet, mais bon, c'est respecter sa grossesse, c'est respecter ce qui est sacré, la vie qui est en train de grandir en elle, c'est prendre soin aussi de son corps, et c'est ne pas l'exhiber ou le marchandiser de cette façon-là, je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est vraiment... Il y a beaucoup de confusion et on pense qu'en fait le fait de pas avoir honte, faut absolument toujours tout montrer, tout dévoiler parce qu'on est une femme libre, indépendante et qu'on n'a pas honte et qu'on n'a pas peur, mais non, pas du tout. On peut aussi se comporter normalement et être une femme forte, fière d'être enceinte, contente d'être enceinte, qui célèbre sa grossesse, qui n'en a pas honte du tout. Et voilà, je trouve ça très très bizarre comme attitude. Bon, ça montre certainement un déséquilibre aussi de sa part, mais voilà. Et dernier, je voulais juste en reparler quoi, pour vous montrer les absurdités et surtout un peu les contradictions. Enfin, vous voyez, mais je vois pas pourquoi je devrais avoir honte de ma grossesse, mais on te dit pas d'avoir honte, on te dit juste d'être décente justement et de protéger ta belle grossesse. Dernier sujet, un article qui s'intitule « Musique classique, a-t-on le droit de commenter les vêtements des musiciennes ?» Je vous mets évidemment le lien de l'article si vous voulez le lire en intégralité en barre d'infos, mais je trouve qu'il y a des réflexions assez intéressantes, et d'ailleurs l'image d'illustration, enfin une des images d'illustration de l'article que vous verrez là, on voit une pianiste que je ne connais pas du tout, asiatique, qui est habillée en fait comme une... péripatéticienne, hein, je trouve pas d'autres mots, mais voilà, avec des chaussures compensées, avec des talons de 20 cm, dorées, brillantes, une robe courte et qui est pas une robe en fait, enfin qui est une espèce de jupe, après il y a une espèce de ficelle, ensuite il y a une espèce de brassière, bref, avec des sequins brillants, etc. Enfin c'est exactement, et puis ensuite une espèce de tulle en haut très transparente, enfin c'est vraiment exactement les codes des péripatéticiennes, hein, je suis vraiment désolée, et qui joue du piano. Et c'est vrai qu'en voyant cette photo, enfin au-delà de l'indécence, c'est vrai que je me suis dit, la première chose c'est qu'en fait on va se concentrer sur le corps nu presque de la pianiste, presque plutôt que de se concentrer, enfin j'allais dire si je la voyais en vidéo ou en concert, on se concentre presque plus sur sa tenue
que sur ses mains ou sur sa musique, sur le piano. C'est vrai que d'habitude quand on voit des musiciens sur scène, on regarde leur visage. Moi je trouve ça toujours très intéressant de voir les expressions. On voit évidemment leurs mains qui tiennent les instruments, enfin on regarde tout ça, on regarde leurs instruments et en fait on oublie presque le reste du corps. Après c'est quand même un ensemble évidemment, hein. Je ne dis pas qu'on ne doit pas regarder leur corps, mais vous voyez, on va se focaliser sur certaines choses et certains éléments qui vont plus nous passionner. Enfin voilà, c'est leur musique quoi. Même si évidemment le musicien est un ensemble, est un corps en entier, une âme et pas juste ses mains ou voilà. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et là c'est vrai que donc l'article a quelques réflexions intéressantes par rapport à ça, par rapport aussi à une pianiste africaine qui avait donc voulu jouer en tenue, alors, je dirais pas traditionnelle parce que c'est une robe qui a l'air plutôt moderne mais qui est effectivement faite avec des tissus africains. Mais moi pour le coup je trouve que ça reste très élégant. C'est une robe longue qui est un peu sans manches et le dos nu, mais globalement une robe très longue, élégante par rapport à l'autre par exemple dont je vous ai parlé en premier. Ça donne déjà pas du tout le même effet. Et il parle également de choses intéressantes, d'un orchestre aussi. Alors faut que je vous retrouve le passage, je crois que c'était vers la fin, d'un orchestre de je ne sais plus quel pays qui avait décidé d'enlever les cravates des hommes. Ah oui, ils disent aussi, historiquement, le corps des musiciennes a plutôt été effacé pour ne pas distraire l'auditoire. Pour moi, c'est pas tellement une question de distraction, mais c'est plutôt qu'effectivement, pour moi, le musicien s'oublie devant la musique presque, enfin, se fait le porte-parole de la musique. Et d'ailleurs, c'est un des cas où c'est intéressant de porter du noir, entre guillemets, mais j'en ai déjà parlé du noir, et c'est vrai que, comme le dit Anne Nagas aussi sur son blog et sur sa chaîne Apprendre les bonnes manières, c'est vrai qu'on met souvent du noir quand on est au service d'une cause, par exemple une œuvre de charité ou autre. Là c'est un peu pareil, on est au service de la musique, donc souvent les tenues sont en noir, on s'efface un peu par rapport à la musique. Et pourquoi je vous retrouve pas le... Ah voilà, l'Orchestre de Paris et le London Chamber Orchestra ont supprimé la cravate de leurs costumes, des costumes masculins je suppose. Les deux orchestres se veulent plus inclusifs et ont donc décidé d'enlever ce symbole masculin de leur tenue. Leur objectif est de créer un miroir entre le public et l'orchestre. Bon, je vous laisse lire l'article si ça vous intéresse, mais voyez que on retrouve partout les mêmes problèmes, entre guillemets, les mêmes revendications, les mêmes les absurdités aussi, là, pour la cravate par exemple, ce symbole masculin. Bref, mais j'ai trouvé ça assez intéressant de réfléchir. Merci à la personne qui m'a envoyé cet article, le titre m'avait vraiment interpellée. Après peut-être que la réflexion de l'auteur de l'article ne va pas assez loin et ne rejoint pas forcément ce que je pense, mais en tout cas je trouvais ça intéressant de discuter de ça. Donc n'hésitez pas si vous voulez réagir en commentaire, ajouter des choses par rapport à ce sujet-là. Moi j'ai trouvé ça assez original et... comment dire, voilà, de pouvoir lire des choses à ce sujet-là, c'est pas très souvent, donc j'ai trouvé ça assez sympa. N'hésitez pas à commenter, hein, comme d'habitude, à compléter mes analyses en commentaire sous cette vidéo, à me faire passer aussi des articles ou des vidéos, des nouvelles, enfin voilà, quand vous tombez dessus et que vous pensez que ça peut être intéressant pour des chroniques d'actualité, je vous mets en barre d'infos comme promis tous les sujets là que j'ai évoqués, les vidéos, les articles, etc. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.